Il y a eu une première perquisition en 2010. Il y a eu une deuxième perquisition en 2013. Il y a une journée où tout le monde débarque dans tes bureaux. 40, 50, 60 policiers à bureau à Montréal, à Québec, au Saguenay. What the fuck? On se retrouve dans une situation où là, c'est vraiment la crise. Crise de confiance à l'interne majeure. Ça doit être un des moments les plus difficiles de ta carrière. On est passé d'un chiffre d'affaires de 190 millions à 60 millions. Et pourquoi toi, t'as pas quitté? C'est dans ma nature. Je vais finir la game. Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour se rendre fier, là? Alex Brisson, vous êtes le président et chef de la direction de Norda Stello, une firme de génie conseil québécoise qui se spécialise dans la durabilité d'actifs physiques de divers secteurs tels les secteurs portuaires, ferroviaires, des routes et ponts ainsi que des secteurs industriels et de la transition énergétique. Sous votre leadership, Norda Stello a non seulement survécu à une période difficile marquée par la crise de confiance dans l'industrie de la construction au Québec, mieux connue sous le nom de la Commission Charbonneau, mais a aussi prospéré en adoptant des stratégies innovantes et en acquérant plusieurs entreprises stratégiques. Votre firme a même reçu des prix et des certifications comme les sociétés les mieux gérées au Canada de Deloitte, ainsi que la certification B Corp, une première pour une firme canadienne en ingénierie. Alex Brisson, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui. Merci, c'est un plaisir, Antoine. Et Alex, Norda Stello est une entreprise qui a connu, comme je l'ai mentionné brièvement, une transformation assez importante dans les 10 dernières années spécifiquement. Est-ce que tu pourrais prendre peut-être quelques minutes pour bien expliquer à notre audience ce que vous faites au quotidien chez Norda et ce qui vous différencie de la compétition? Bien, aujourd'hui, en 2024, on se définit, on se présente comme une entreprise à impact. Donc, on n'est plus une entreprise d'ingénierie. L'entreprise à impact, qu'est-ce que ça veut dire? On a différentes parties prenantes avec qui tournent autour de notre organisation, dont les employés, nos clients, nos partenaires, mais en même temps, tout ce qui est communauté, tout ce qui est environnemental, sous un chapeau de gouvernance. Donc, tout ce qu'on fait dans notre métier d'ingénieur doit avoir un impact sur chacune des parties prenantes. Donc, ça a fait en sorte qu'aujourd'hui, au lieu de faire des projets d'ingénierie, ben, ce qu'on fait, on est une entreprise qui doit avoir un impact avec tous les enjeux à laquelle on fait face comme citoyen, comme communauté et comme entreprise aujourd'hui. Donc, je suis vraiment fier de dire que on est une entreprise à impact. Intéressant. Bon, ton histoire avec l'entreprise, Alex, remonte à 1993. C'est rare maintenant qu'on voit des gens rester aussi longtemps dans des entreprises. Donc, félicitations pour tout ça. Peut-être au meilleur de tes souvenirs, au meilleur de tes connaissances, peux-tu nous dire un petit peu à quoi ressemblait l'organisation à ce moment qui se dénominait Groupe Roche dans les années 90? Donc, je sors de l'université, j'ai un MBA, j'ai une expérience internationale. Je me retrouve chez Roche, une entreprise régionale, mais qui est en pleine croissance à ce moment-là. Donc, une entreprise basée, siège social à Québec, très orientée au niveau des travaux publics. Une entreprise avec plusieurs centres de profit. Donc, il y avait à peu près 25 ou 26 centres de profit différents. Et c'était chacun pour soi. Une entreprise qui était la deuxième ou troisième firme d'ingénierie au Québec. Donc, belle expérience, belle reconnaissance dans l'Est du Québec. Mais on est dans une optique où ce qui est important, c'est la croissance à tout prix. Mais on se retrouve aussi dans une entreprise où c'est qui a été développée lors de la Révolution tranquille. On se retrouve avec des associés qui sont près de la retraite. Et ces gens-là, ben, ils tentent de monnayer parce que ils ont travaillé toute leur vie et ils ont mis beaucoup avec avec tout le rayonnement qu'il y a. Et on se retrouve dans un fait où l'entreprise, il n'y a pas d'acheteurs. Les jeunes ingénieurs ont pas assez de sous pour pouvoir acheter l'entreprise. Donc, l'entreprise est vendue à des Américains. Nous sommes la première firme d'ingénierie au Québec qui a été vendue à un groupe américain. Qui nous promettait le Klondike et cette entreprise américaine s'est retrouvée sur le Chapter 11, donc sur la loi de la protection de la faillite américaine en 2001, après le 11 septembre. Et l'autre groupe qui a racheté l'entreprise américaine en avait, mais rien à foutre d'une société au Québec. Le Québec, pour eux, c'est le tiers-monde un peu. Ouais. Ce qui nous a amené en 2005 à faire un management buyout et à racheter une entreprise d'un groupe américain. Donc, en quelques secondes, je viens de te présenter les 10 premières années de ma carrière chez Roche à ce moment-là.
Donc, ça bouge beaucoup. J'aimerais juste revenir sur un point que tu as mentionné que je trouve intéressant. Il y avait plusieurs lignes de profit, c'était chacun pour soi. Est-ce qu'essentiellement, on parle d'ici de plusieurs départements qui travaillent en silo, qui essayent d'augmenter leur volume d'affaires dans leur propre silo à eux et finalement, tout le monde ensemble, ça crée une entreprise, mais il n'y a peut-être pas tellement de synergie entre chacun de ces centres de profit-là? J'aurais pas pu mieux résumer que tu viens de le faire. C'est exactement ça. Donc, on additionne des profits qui fait en sorte qu'on a un profit global, mais c'est chacun pour soi, puis chacun travaille au détriment de son partenaire à l'occasion. On a un conseil d'administration où on essaie un conseil d'administration qui est un comité d'opération, beaucoup plus, essayer d'atténuer les conflits, mais c'est vraiment ce que tu as résumé, c'est exactement ce qui se passait. Intéressant. Et bon, il y a ces défis, on pourrait dire, qui se déroulent un petit peu au niveau des différentes transitions, des transactions, même au niveau de l'entreprise. Mais toi, pendant ce temps-là, tu fais ton petit bonhomme de chemin, tu gravis les échelons et on est capable de voir, si on analyse bien, ton CV, que tu deviens vice-président du secteur industriel en 2003. Et je crois que pendant qu'il y a ce management buyout, tu intègres le comité de direction. Comment ça se déroule devant toi? Est-ce que tu sens que tranquillement, tu peut-être vas devenir ultimement un chef de la direction de cette entreprise-là? Est-ce que tu vois le leadership de cette organisation-là à portée de main? Comment tu envisages ta carrière à ce moment-là? La chance que j'ai eue, c'est que lorsque je suis arrivé chez Roche, j'ai été exposé rapidement avec des grands patrons à des grands projets. Donc, ma semaine de travail pouvait être aussi simple que de partir de Québec pour m'en aller à Vancouver, aller négocier des contrats. J'ai assisté à la négociation de contrats avec des fournisseurs étrangers, de revenir à Québec la semaine d'après être à Toronto. Donc, j'ai été exposé rapidement à une réalité de projets de négociation j'étais vraiment privilégié. Et je levais la main lorsqu'on cherchait un volontaire. Donc, j'avais de l'ambition, jamais dans un contexte de penser d'être président. On a eu un projet qui a vraiment mal été, dans lequel j'ai été impliqué. J'ai été pendant 2 ans de temps par la suite à accompagner les avocats sur le règlement. Et on m'a offert de devenir vice-président, mais vice-président de rien. Donc, d'une feuille blanche, d'un secteur d'activité qui n'existait pas dans l'organisation, un secteur industriel. Donc, pendant 1 an et demi, aucun résultat. Juste des échecs, mais en même temps, puis être seul, puis avec une réputation qui avait été difficile due au projet qui avait pas bien été. Mais on a développé un modèle d'affaires à ce moment-là. Et le deuxième groupe américain avec lequel je t'ai fait mention tout à l'heure, ça allait pas très bien. J'ai fin trentaine, 2 enfants, une hypothèque. Je me dis, c'est assez, on rachète l'entreprise. J'ai pas de sous, j'ai rien. Puis, je parle à des gens de savoir un peu comment ça pourrait se faire, sans trop de savoir. Le président, un des vice-présidents principaux de l'entreprise à l'époque, on se met en contact ensemble et on se décide et on se convainc qu'on peut faire un management buyout de l'organisation. Et c'est ce qui a commencé à être amorcé en 2003-2004. 2004 pour aboutir en 2005. Donc, on a regroupé, on a fait un management buyout avec un groupe de 7 actionnaires principaux, dont l'ancien président qui était en place, qui est devenu un leader aussi, et avec d'autres employés actionnaires, donc un groupe de 27 personnes qui a fait un management buyout d'une société américaine en 2005. Donc, c'est comme ça. Ce qui était prévu initialement, vu qu'on fait un management buyout, on doit sortir des sous de nos poches. Et il y avait un montant qui était déterminé. Étant donné que j'étais plus jeune, j'avais pas la capacité financière de la même que certains de mes associés. Initialement, il devait avoir une période de 2 ans avant que je devienne président d'entreprise. C'est un peu ce qui avait été prévu, mais le fait de ne pas avoir les sous nécessaires, puis ce qui était correct, j'ai été comme un peu relayé un peu sur l'accotement, mais en acceptant ce qui se passait parce que j'avais pas la capacité financière. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé début de 2005. C'est là où j'ai été exposé à tout l'aspect de management buyout, leverage buyout, actionnaire, vendeur, acheteur, avocat, comptable et tout. Parce que dans la vraie histoire, je suis pas un vrai ingénieur, je suis plus un gestionnaire, un homme d'affaires qu'un ingénieur. J'ai une question pour toi, très intéressant tout ça. Quand il y a 27 personnes autour de la table qui se mettent ensemble pour des raisons évidentes, c'est-à-dire c'est une entreprise qui est là depuis un bon bout de temps, la valeur de l'organisation a atteint
un montant qui, j'imagine, est trop pour une seule ou deux personnes de réacheter à eux seuls. Donc, on a besoin d'un ralliement de plusieurs joueurs importants de l'organisation. Mais tout de même, 27 personnes autour de la table qui veulent acheter une entreprise ensemble. J'imagine que 5-6 leaders peut-être qui vont mener les troupes. Ça fait du monde à gérer, tout ça. Ça n'a pas été compliqué de compléter ces transactions-là et de faire en sorte que tout le monde en sorte heureux et que ça se déroule bien pour l'ensemble de l'organisation? Ben, ma réponse, elle est assez simple. C'est qu'est-ce qui nous reliait ensemble? L'objectif, c'était de ramener cette société-là, cette entreprise, à propriété québécoise. C'est tout. Parce que l'entreprise avait été vendue à un premier groupe américain qui a été racheté par un deuxième groupe américain. La gouvernance, elle était à bâton rouge en Louisiane. On se faisait dire non sur un paquet de choses. Donc, c'était de dire, hey, on reprend notre contrôle de notre organisation et tous ensemble, ben, on va y arriver. Et c'est vraiment ce qui nous a reliés et ce qui a été vraiment le carburant pour les 27, 28 personnes. On a mis en place un comité de direction, pas vraiment de gouvernance. C'est là que ça définit la suite par après. Mais on a vécu une croissance importante, intéressante, donc tout le monde était content. Il y avait des dividendes qui étaient payés à la fin de chaque année, donc tout le monde était heureux. Mais c'était vraiment revenir avec une propriété puis de décider de notre futur par nous-mêmes. Fascinant. Et bon, effectivement, tu l'as mentionné, un manque de gouvernance, une envie de faire de la croissance, peut-être malheureusement de la croissance à tout prix, qui des fois peut nous voiler les yeux sur certains aspects. Et finalement, au début des années 2010, avec le lancement de la commission Charbonneau, plusieurs scandales ont éclaté au groupe Roche concernant l'obtention de contrats publics. J'ai pas nécessairement envie de rentrer dans les détails aujourd'hui parce que c'est pas l'objectif du podcast. Mais tout de même, je pense que ce serait intéressant d'expliquer brièvement ce qui s'est déroulé ici, ce qui s'est déroulé avec la commission Charbonneau qui a exposé l'entreprise sur certains financements qualifiés d'illégaux. Peut-être tu pourrais nous parler un petit peu de la dynamique qui se déroulait à l'intérieur de l'entreprise à ce moment-là, comment tout ça s'est déroulé. On a parlé de silo tout à l'heure, lorsque je suis arrivé à l'époque, en 1993, il y avait peut-être 25-30 silos, peu importe. En 2005, lorsqu'on a fait le rachat, il y avait des silos. Et l'entreprise était gérée vraiment en silos. Donc, j'étais chacun pour soi. On était chacun responsable d'une ligne et une ligne d'affaires. Puis une ligne d'affaires qui a contaminé l'organisation, c'est tout le secteur municipal dans lequel et chacun travaillait un peu pour soi. Puis on avait un comité de direction dans lequel on parlait, mais on se préoccupait pas de ce qu'il faisait ailleurs. Et bien honnêtement, il y avait probablement il y avait de l'aveuglement volontaire en se disant, tu fais ce que tu as à faire, moi, je veux pas savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, il y a eu une première perquisition en 2010. Il y a eu une deuxième perquisition en 2013, 2012, 2013. À l'époque, aujourd'hui, on parle du PAC. À l'époque, c'est l'opération Marteau. Écoute, il y a une journée où tout le monde débarque dans tes bureaux, des policiers. Il y a 40, 50, 60 policiers à bureau à Montréal, à Québec, au Saguenay. Tu te dis, excusez, mais what the fuck? Qu'est-ce qui se passe chez nous? Et là, tout d'un coup, tu réalises qu'il se passe de quoi. Puis là, tu as un conseil d'administration, mais le conseil d'administration, la gouvernance n'est pas à place, donc demande des redditions de comptes, mais tu n'as pas ta reddition parce que t'es patron, t'es employé, on n'a pas d'administrateur externe. Donc, on se fait à la bonne franquette, mais on réussit pas. Et là, il y a inscrit vraiment un conflit entre nous, crise de confiance à l'interne majeure. Mais ça perdure dans le temps, ça prend quelques années jusqu'à la commission Charbonneau. Puis à la commission Charbonneau, il y a plein de personnes de Roche qui ont témoigné à la commission Charbonneau. Il y a eu des accusations criminelles de certains de nos dirigeants. Donc, on se retrouve dans une situation où là, c'est vraiment la crise. Et et là, tu traites, tu as plein de choses à traiter et tu découvres beaucoup de choses qui n'avaient pas été présentées, exposées. Donc, on se retrouve devant une crise, puis comment on la gère. Mais ce qui est important, c'est de mentionner que si on avait une gouvernance saine, si on avait bien compris notre rôle comme au conseil d'administration, il y a plein de choses qui ne se seraient jamais fait. Bon, on l'a pas fait. Comment qu'Alex Brisson il se sent à ce moment-là? Ça doit être un des moments les plus difficiles de ta carrière. Oui, parce que, tu te sens poche, parce que tu n'as pas fait ta job comme administrateur. 2, est-ce que tu étais conscient à demi? Tu savais pas ce qui se passait, mais tu savais qu'il se passait de quoi. Ce qu'on te disait, c'était partout pareil. Donc, puis moi, je dis toujours aujourd'hui, puis tu sais, on repart. Ça prend toujours 2 personnes pour danser.
la commission Charbonneau a attaqué ou a visé une des deux personnes. L'autre côté n'a pas été visé. OK, fine, c'est correct. C'était le folklore à l'époque, c'était la façon de faire. Puis aujourd'hui, tout ça n'existe plus, ou ça existe malheureusement pour ces gens-là. Mais oui, puis tu te fais regarder, tes enfants te regardent, disent, écoute, pourquoi tu n'as pas agi? C'est de l'aveuglement volontaire. Mais en même temps, est-ce que moi, personnellement, je m'occupais, et là, c'est là que je viens me défendre en disant, je m'occupais du volet privé de l'organisation internationale qui faisait en sorte qu'il y avait des règles très, très claires qui faisaient en sorte qu'on n'était pas exposé à cette situation-là. Mais au niveau de mon rôle d'administrateur, j'aurais dû jouer un rôle que je n'ai pas joué. Donc, c'est un peu ce qui s'est déroulé. On veut croître tout le monde ensemble. J'imagine qu'il y a une compétition interne qui s'installe de quelle ligne d'affaires génère le plus de profit. On se regarde un petit peu en disant, bon, à la fin de l'année, on veut plus de dividendes. Et c'est là que s'installe un peu l'aveuglement volontaire, comme tu l'as si bien mentionné. L'impact sur l'entreprise, je pense que c'est assez intense. Là. Vous perdez énormément de contrats, la réputation est affectée. Vous n'avez pas eu peur de peut-être littéralement perdre l'entreprise à ce moment-là? Ben écoutez, on est passé d'un chiffre d'affaires de 190 millions à 60 millions. Oh, en combien d'années? Je dirais, ça a commencé, notre meilleure année était 2013 et en 2016-2017. Oh. On est passé de 1800 employés à 600 employés. On était pendant 4 ans et demi sur les comptes spéciaux à la banque. Donc, il y a des poursuites, il y a de la reddition de comptes, tu fais les manchettes, tu es dans les médias, donc, des gens quittent. Les gens quittent, tes clients. Les clients, ce qui est vraiment important, c'est basé sur la confiance, parce que notre modèle d'affaires est sur du partenariat à long terme. Tous les clients avec qui on travaille depuis plusieurs années, on n'a pas perdu aucun de nos clients. Mais on a dû aller les rencontrer, on a dû leur expliquer, on aurait dû leur dire ce qu'on ferait, ce que nous allions faire, et de leur revenir sur une communication. Donc, communication, confiance, ça a été l'élément clé là-dedans, autant à l'externe qu'à l'interne, parce que il a fallu faire un licenciement collectif à un certain moment donné où on a mis 110 ou 115 personnes à pied. Mais ce qu'on n'a pas anticipé, c'est qu'il y en est parti 150 dans les 6 mois suivants. Oh. Donc, on n'avait plus les mesures. Ouais. On s'est retrouvé dans un vortex là où, vous savez, l'effet du drainage, on s'est retrouvé. Un cercle vicieux qui s'installe. Ouais, tout à fait, absolument. Et à ce moment-là, j'imagine qu'il y a des gens qui sont autour de la table, qui posent des questions. Il y a de la frustration, il doit y avoir de la colère. Il doit y avoir des gens qui ont envie de quitter le navire parmi le conseil d'administration. Toi, ça n'a pas été le cas. Comment tout ça s'est déroulé? Ben là, qu'est-ce qui a fait? L'assise pour rebâtir, ça a été de mettre une saine gouvernance en place. Donc, la première étape, ça a été de nommer un commissaire à l'éthique. Par la suite, nommer des administrateurs indépendants. Mais tu comprends que quand tu es dans une situation de crise, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont intéressées à venir comme administrateur indépendant. Il y a un administrateur indépendant qui est notre président de conseil encore aujourd'hui, qui est Claude Rousseau. Claude, une personne qui est reconnue dans le milieu des affaires québécois et même à l'international, est venu. Il a resté. Et grâce à lui, puis je le dis vraiment grâce à Claude, ça nous a permis de dénouer plusieurs enjeux par la suite. Et Claude a été indéfectible à travers. Par contre, il y a d'autres personnes où la température, la chaleur montait trop, donc il y a des gens qui ont quitté comme administrateurs indépendants. Il y en a d'autres qui sont venus en essayant de dire, on va gérer ça comme une entreprise publique. Donc, tu es dans une situation particulière. Tu es dans une crise, ça te prend des administrateurs qui sont venus pendant la crise, qui étaient des spécialistes de gérer des crises, qui ont quitté par la suite. Donc, c'est plusieurs personnes, mais tu as des administrateurs qui étaient des employés, qui étaient au conseil d'administration, mais bien honnêtement, ils ne saisissaient pas l'ampleur de la crise. Donc, ils retournaient, c'était vraiment des bons ingénieurs, mais de comprendre tous les enjeux, pour eux, on était des victimes mais ils ne comprenaient pas ce qui se passait réellement. Et pourquoi toi, t'as pas quitté? C'est dans ma nature. C'est plate, mais c'est vraiment ce que j'ai répondu pendant toutes ces années-là. Je fais toujours une analogie avec le sport. J'ai un grand sportif, un sportif d'équipe. Puis je disais toujours, écoute, je suis le coach. Il y a 2 périodes de jouer où on est au hockey, on perd 7-0. Je vais finir la game. Je peux pas partir à la fin de la deuxième. Mais je vais être là, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour cette dernière période, puis tu sais, pas se rendre fier, là, tu sais, à un moment donné, parce que tu perds ta fierté,
les gens te regardent, il y a plus personne qui veut. Tu sais, il y a tes amis proches, ta famille proche, il y a même des gens de ta famille qui te mettent qui doutent. Mais t'as d'autres. Puis le milieu des affaires, lui, là, tu deviens dans un no man's land, il y a peu de personnes qui te parlent, t'approchent pas. Ben, tu dis, écoute, là, c'est ta fierté personnelle. C'est-à-dire, je vais l'amener au bout. Moi, dans ma vie, je dis, est-ce que j'ai fait tout ce que je pouvais? Si oui, le reste ne m'appartient plus. Puis ça m'a toujours drivé dans ma vie, puis ça me drive encore aujourd'hui. Donc, je suis allé au bout. Mais est-ce que j'ai mis un genou à terre? Oui. À 2 ou 3 fois, là, je me dis, on vient de l'échapper. Là, c'est fini, on réussira pas. Puis, 2 jours après, mon épouse, elle me dit toujours, je fais des dépressions d'une journée à peu près. C'est un burn-out, quelque chose, une journée et demie, boum, après ça, je repars. Ouais. Donc, c'est dans ma nature. C'est la force d'un entrepreneur. Donc, on passe de persona non grata à tranquillement une entreprise qui a un petit peu plus de force. Vous remettez en place. Tu as peut-être perdu la première, la deuxième période. Vous avez peut-être perdu une bataille, mais vous n'avez pas perdu la guerre parce que finalement, vous vous replacez. Et ça passe par un changement de gouvernance, comme tu l'as très bien mentionné, mais ultimement, il faut avoir une conscience de notre marketing, de ce qu'on dégage. Ça passe également par un changement de nom. Peut-être tu peux nous parler un petit peu de l'idée de passer du groupe Roche à Nordas Stello pour bien situer notre audience? Oui, ben pendant la crise, il y a une chose qui est importante, c'est d'essayer de garder tes employés, tes partenaires en confiance. Donc, nous, l'analogie que j'ai utilisée toujours, je rencontrais les employés régulièrement 2 fois par année, puis on avait des communiqués beaucoup. Tu dois leur dire la vérité, mais en même temps, tu ne peux pas tout dire parce que tu veux pas que les gens quittent le bateau. Donc, l'analogie qu'on prenait, c'est toujours, on a notre étoile du Nord. On doit suivre notre étoile du Nord. On sait que si on suit, on est dans la tempête, on voit pas l'étoile, mais elle est là. Suivons, on va sortir de la tempête un jour. Donc, pendant une période, on parle de ça depuis à partir de 2013, mais pendant ce temps-là, on fait les manchettes. Pendant 6 mois de temps, je pense qu'on était dans les journaux à toutes les semaines, dans la radio, ces choses-là. Il a fallu prendre une décision, c'est de changer de nom parce que ça fonctionnait plus. Et notre groupe à l'interne, j'ai dit, écoutez, réfléchissons à un nom. Ils me sont arrivés avec le nom Nordas Stello. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? Nordas Stello, c'est étoile du Nord, dans une langue, l'espéranto, qui est une langue qui a été créée par l'être humain au 19e siècle ou 18e siècle, dans laquelle on voulait que tous les humains puissent communiquer ensemble. Donc, ils me sont arrivés, puis on dit, hey, c'est wow! Donc, on s'est regardé, on a dit, hey, ça, c'est vraiment intéressant. Donc, au party de Noël de 2015, qui était probablement le party de Noël le plus affreux de notre organisation, on n'avait plus de sous. On a fait ça dans le hall d'entrée de notre organisation, des banderoles. On a annoncé en grande pompe qu'on changeait de nom pour Nordas Stello. Là, les gens, il y a beaucoup, encore aujourd'hui, il y en a qui vont dire Nordo Stella ou en tout cas, peu importe. Donc, peu importe. Ça a pris quelques années. Il y a eu, pour certains, c'était une bouffée d'air. Pour d'autres personnes, c'était un crime. On venait de renier 50 années de notre organisation en disant on oublie le nom de notre fondateur et tout. Pendant les 2 ou 3 premières années, il fallait dire Nordas Stello, anciennement Roche. Puis aujourd'hui, on est reconnu comme Nordas Stello, une société innovante, qui est une entreprise impact qui insuffle, je dirais, l'espoir, qui est là pour les bonnes raisons. Donc, ça a été vraiment un coup de maître. Mais ça a pris quelques années avant de se convaincre que c'était un coup de maître. Mais oui, ça a été un élément important dans notre histoire, dans notre réingénierie. C'est bien dit. Et il y a beaucoup de gens, Alex, qui vont nous écouter aujourd'hui qui, on l'espère, n'auront pas à vivre ce que vous avez à vivre, ce que vous avez vécu plutôt parce que ça paraît assez difficile de l'externe, mais qui tout de même vont avoir des difficultés dans le développement de leur entreprise, vont peut-être avoir à faire face à des scandales, malheureusement. Avec du recul, maintenant, ça fait plus de 10 ans que ces expériences difficiles ont débuté et tranquillement, vous en êtes sortis. Vous avez une organisation beaucoup plus pérenne aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais comme apprentissage? Peut-être les 3 grandes leçons qui ressortent de là, de choses qui, on l'espère, ça n'arrivera pas, mais si tu avais à revivre une crise dans le futur, comment tu la gérais basée sur les apprentissages que tu as fait des 10-12 dernières années? La première, c'est la saine gouvernance. Saine gouvernance, on l'appelait un conseil d'administration ou un comité consultatif. Ayez des gens autour de nous qui vont nous aider, qui sont là pour les bonnes causes. À quel moment qu'il faut avoir ça pour une entreprise? Moi, je dirais,
autant que lorsque ça va bien qu'autant lorsque ça va mal, ayez des gens qui sont là pour les bonnes raisons, ça c'est la première des choses, mais qui ont une vue, qui ont une expertise, une expérience qui est différente de la vôtre, qui vont vous permettre d'atténuer puis de surtout de couvrir, je dirais, tout le 360 degrés, parce que comme dirigeant, on a nos forces, on a nos faiblesses, on s'entoure de gens dans une équipe, mais d'avoir des gens dans le backseat qui sont là, qui sont en cohésion, en collaboration avec toi, c'est un élément clé. Deuxième, c'est quoi tes valeurs de l'organisation? Et pour nous, ça a été clé. La journée où on a demandé à nos employés de définir les valeurs de notre réingénierie, de notre réimagination, ce sont les employés qui ont dit, OK, on veut repartir cette entreprise basée sur ces valeurs-là. Ben, ces valeurs-là, aujourd'hui, là, on travaille avec eux. C'est la base. L'autre, après, c'est quoi ta vision d'entreprise? C'est juste les fondements. On parle beaucoup de vision, mission, valeur, mais est-ce que tu les vis au quotidien? Puis nous, ben, chez nous, c'est oui. C'est vraiment ça. Puis ça, on revient à la base. On revient à la base, puis la confiance. La confiance, autant avec tes employés, autant avec tes fournisseurs, autant avec ta communauté, parce que la ligne, elle est mince. À partir du moment qu'il n'y a plus de confiance, c'est très, très long à rebâtir. Mais lorsqu'elle est là, assume pas qu'elle est là ad vitam aeternam. Entretiens-la. Puis la transparence. La transparence, on a sorti dans la transparence. Encore aujourd'hui, on est dans la transparence et c'est beaucoup plus facile de gérer une entreprise puis d'avoir une histoire qui est cohérente. Effectivement, la narrative tient davantage la route et je pense qu'on n'a pas le choix à un certain moment donné d'exposer ce qui s'est déroulé pour qu'on soit capable ultimement de le mettre derrière nous. On peut pas complètement l'oublier, sinon on ferait pas honneur un petit peu à toute l'histoire, puis on serait malhonnête même pour les gens dans le futur qui voudraient en savoir plus sur notre entreprise. Tout à fait. Puis une chose qu'on a appris pendant cette crise-là qui nous a vraiment servi au niveau de la COVID, la récession, puis on vient de vivre une cyberattaque il y a dernièrement, c'est vis ta crise, refais, mais à un moment donné, réimagine. Repositionne-toi, excusez, dans le futur. Ramène-toi comment le futur devrait être. C'est ce qu'on a fait lors de la grande crise, c'est ce qu'on a fait au niveau de la COVID. La COVID, au bout de 3 semaines, c'était fini pour nous, la COVID. OK, c'est quoi le futur? De se repositionner. On a fait la même chose dernièrement avec la cyberattaque. Cyberattaque, parfait, on est redécollé, on a regroupé, on a ramené 120 personnes de nos dirigeants, tous ensemble. C'est quoi la prochaine étape? Donc, t'insuffles de l'énergie, de l'espoir, une vision, la lumière, puis t'avances là-dedans. Ça, pour moi, là, c'est les éléments clés. Puis faut que tout le monde voit même la même histoire, puis la même étoile du Nord, puis on s'en va dans cette direction-là. Intéressant. Et bon, vous œuvrez dans une catégorie d'entreprise où est-ce qu'essentiellement vous vendez du capital humain. Il y a du capital humain qui est parti avec la crise, comme tu le mentionnais. Donc, ultimement, il faut qu'on soit capable de rebâtir ces équipes. On va le faire de manière organique des fois, mais on peut également le faire de manière intentionnelle via des acquisitions. Et c'est ce que vous avez mis en place. La croissance par acquisition, ça vous a quand même assez connu dans les dernières années. Vous avez mis la main sur l'entreprise PEEP, CWA Engineers, Innov Explo également. Peut-être tu pourrais nous décortiquer ces différentes acquisitions également, ce qui vous a poussé à vouloir mettre la main sur ces entreprises? C'est ce qu'on a défini en 2019. 2019 a été un moment charnière dans notre développement futur. On a fait notre plan stratégique 3 ans. On a défini exactement qui on voulait être, où est-ce qu'on voulait aller, puis c'était quoi notre futur. Puis pour nous, on appelle le Brown is the New Green. On s'est regardé dans le miroir. Qui on est? On est des spécialistes de faire de l'ingénierie dans des infrastructures existantes. C'est qui on est. On le fait, on a une reconnaissance mondiale. On le fait dans différentes infrastructures avec différents clients. Donc ça, c'était le constat qu'on a fait. Et par la suite, on a un groupe qui est spécialisé vraiment puis qui rayonne mondialement en gestion d'intégrité des actifs. Donc, c'est comment on peut donner une vie additionnelle à un actif. On voit un pont, le pont Champlain, moi, c'est le meilleur exemple à Montréal ou le pont de Québec. Le pont Champlain, on l'a pas entretenu. On est obligé de le jeter à la poubelle. Si on avait entretenu ce pont-là, aujourd'hui, ce pont-là, il sera encore en vie parce on aurait fait de l'entretien. Et là, ça nous a amené à une étape de plus en se disant, hey, écoute, si on entretenait un actif qui existe plus longtemps, peut-être pas peut-être. Au début, on a dit peut-être, mais après, on était convaincus. On va avoir beaucoup moins d'impact sur la planète, sur consommer. Parce que si je prends un actif, je le jette à la poubelle
et je suis obligé d'en reconstruire un, ben, je vais aller emprunter sur les ressources. Je vais générer de l'énergie. Donc, là, en 2019, on s'est dit, wow, OK, on l'a. Là, on vient de se positionner, on vient de trouver notre fameux why, notre purpose, ou peu importe. Là, on l'a. Comment on fait ça? Là, on est parti sur une feuille, un petit dessin. On se dit, on va combiner l'intelligence artificielle là-dedans. Pourquoi l'intelligence artificielle? Parce que on fait de l'inspection. Tous les bureaux d'ingénieurs font de l'inspection, font ça dans des rapports, remettent ça à un client. Le client lit son rapport pendant 5 minutes, le met sur une tablette, la personne part à la retraite. Donc, parce que là, on est dans une pénurie de main-d'œuvre, changement générationnel. La connaissance, elle est perdue. Elle est oubliée. Donc, nous, on s'est dit, si on était en mesure de prendre, on est des spécialistes de générer des données, si on prenait la bonne donnée, parce qu'il y a trop de données, et on la rendait, puis on la mettait dans une boîte quelconque, puis on apprenait à cette boîte-là notre connaissance, notre transfert pour ce qu'on appelle machine learning, donc aujourd'hui, pour faire en sorte qu'on pourrait être prédictif sur le vieillissement des actifs et de donner une vie additionnelle. Donc, si je donne une vie additionnelle, je vais avoir un impact sur les changements climatiques. Dans notre jargon, brown, c'est des travaux dans l'existant, on appelle ça dans le brownfield. Bien sûr. Donc, si je travaille dans le brun, ben, je peux avoir un impact sur le vert. Donc, effectivement. et on est arrivé avec ça en 2019. Puis depuis, tout ce qu'on fait est en lien avec ça. Donc, et là, on amène une stratégie organique, on amène de croissance organique, mais on amène une stratégie de croissance non organique, dans laquelle on devait aller chercher des partenaires. Puis le premier partenaire, ça a été Beep, une start-up en intelligence artificielle, qui nous permettait de développer, parce qu'on était tous des néophytes dans le domaine, un petit groupe pour nous permettre de développer notre boîte en intelligence artificielle, qui nous a permis de développer une plateforme qui s'appelle Stellar. Première étape. La deuxième étape, on s'est dit, OK, c'est où est-ce qu'on est bon dans l'existant, mais dans quel champ d'activité? Est-ce qu'on est bon dans tous les actifs? Non. On a trouvé, on a réalisé, on n'a pas trouvé. On est vraiment des spécialistes qu'on appelle site to port. Donc, à partir d'un site de transformation, une mine, transformation du bois, transformation de matériaux de construction, importe, jusque de transformer, de l'extraire, de le transformer, de le transporter jusqu'à un port. Et là, je le transborde pour l'envoyer partout sur la planète. C'est là notre cours à nous de récréation, c'est ça. Donc, le site to port, donc on est arrivé, on a vu CWA, de dire, c'est des spécialistes à Vancouver dans tout ce qui est équipement de transbordement, rayonnement mondial. Ça nous permet d'avoir un rayonnement national, coast to coast. Ça nous permet de continuer à travailler et à nous spécialiser dans notre domaine en gestion des actifs. CWA est arrivé. Innovexplo, tout ce qui est, on est une entreprise impact, tout ce qui est la filière de la batterie électrique. Innovexplo, une compagnie de l'Abitibi, avec qui on travaille depuis déjà une couple d'années. Eux, ils sont spécialisés sur l'identification de la ressource. Donc, tous les métaux critiques qu'on a besoin pour la filière de la batterie, ils sont en amont. C'est les premiers qui sont sollicités. Rayonnement international aussi. Donc, ça nous a amené, le groupe Innovexplo à rentrer. Donc, ça rentre dans notre histoire. Mais à chaque fois qu'on fait une acquisition, il y a un processus qui prend un an et demi où on travaille en collaboration à rêver qu'est-ce qu'on pourrait devenir ensemble. Donc, on définit notre propre histoire en étant, encore une fois, très humble, très honnête, en disant, OK, il y a un gap, mais par le marché officier, voici ce qu'on a ensemble, voici ce qu'on va avoir à travailler. Est-ce qu'on est prêt à le faire? Go. Et il y a une dernière entreprise qui est Planifica, qu'on a acheté, qui est spécialisée en gestion des actifs. Donc, la stratégie de voir comment je gère mes actifs globalement, c'est quoi ma stratégie? En 2019, lorsqu'on a identifié notre terrain de jeu, on avait sous-estimé cette portion-là parce qu'on allait expliquer à nos clients ou à nos partenaires, voici ce qu'on fait. Il y avait, en amont, on n'avait pas compris qu'il y avait des gens qui réfléchissaient, qui sont des boîtes d'informatique dans lesquelles on va gérer, on va faire des simulations de budget, mais ces gens-là n'ont pas la connaissance technique du terrain qu'on a. Donc, là, on est allé... Notre stratégie de croissance, elle est vraiment toujours orientée en fonction de notre site to port, brown is the new green. Il faut que ça ait du sens tout le temps, puis ça nous permet notre ambition, c'est de devenir le leader mondial en durabilité des actifs. Donc, on travaille sur notre trend, puis tout ce qu'on fait, on le fait en fonction de ça.
Il y a un plan clair et par la suite, on intègre une stratégie reliée à ce plan clair. Intéressant. Bon, on parle de plusieurs organisations qui viennent se greffer au groupe principal de Nordostello. J'aimerais comprendre un petit peu quelle mécanique vous mettez en place au niveau des actionnaires. C'est-à-dire qu'au départ, quand vous avez fait les rachats au début des années 2000, 27 joueurs autour de la table se mettent ensemble. On met tous de l'argent dans le pot et on s'en va racheter le partenaire américain. On veut prendre contrôle de notre organisation. Quand commencent à s'intégrer des joueurs externes, et plus souvent qu'autrement dans le service, dans ce que vous opérez, on s'en va chercher des talents. Si les talents après l'acquisition s'en vont, l'entreprise perd sensiblement de la valeur ici. Comment qu'on est capable de garder ces joueurs-là, ces actionnaires intéressés dans le projet? Est-ce qu'on les intègre dans un actionnariat commun? Comment vous avez mis en place ces différentes acquisitions à travers les années? Si je remonte à mon début en 90, même en 2005, l'idée, c'était les personnes clés, on leur offre de devenir actionnaires. Et dans le marché ou dans beaucoup de professions libérales, c'est encore la façon de faire. On devient associé, on devient actionnaire. L'idée, c'est de garder. Ce qu'on a constaté pendant la crise majeure qu'on a vécue, les pires employés, ce sont tes actionnaires. Parce que ces gens-là, ils ont un placement. Donc, en 2019, parce que en 2019, il a fallu régler le passé, on a fait un management buyout. En 2021, il y a des gens qui croyaient pas, des actionnaires qui ne croyaient pas au projet futur, qui étaient rendus à un certain âge, donc eux voulaient vendre l'entreprise. On a fait un leverage buyout, qui fait qu'aujourd'hui, on identifie, on a un persona pour être actionnaire. Donc, le persona doit être un investisseur. Doit être une personne qui est capable de gérer le risque, qui est capable de gérer la pression, qui va au-delà de la compétence et tout. Donc, c'est vraiment deux choses complètement différentes. L'actionnaire, c'est un entrepreneur qui va permettre de faire grandir la société. Et tous nos dirigeants, il y a un système de bonification dans lequel on veut les attacher, mais on les traite complètement différents. Et lorsque je me retrouve avec mes pairs dans l'industrie, autant au Canada qu'aux États-Unis, comme une bébête à part un peu là-dedans, c'est mon discours détonne les autres parce que en leur disant, écoutez, c'est pas une bonne idée. Mais c'est parce que il y a des ratios 1 à 7. Normalement, tu as un employé sur 7 qui est actionnaire. Nous, c'est vraiment pas le cas. On essaie de réduire au minimum le nombre d'actionnaires, mais on va avoir des gens qui est le skins in the game. Bien sûr. Fait en sorte que lorsque ça va être tough, là, on va être là. Puis le coup de barre de plus qu'on a à donner, on le donne parce que ça va au-delà de dire je suis actionnaire. Puis si tu es actionnaire, tu n'es pas un dirigeant. Il y a beaucoup d'actionnaires qui ne sont pas dirigeants. Bien sûr. Tu es dirigeant, tu fais ta job, tu es actionnaire, tu es un investisseur, c'est tout. Donc, de ce que je comprends bien, quand vous achetez une entreprise, automatiquement, dans votre mécanique, les actionnaires qui se font acheter ne deviennent pas automatiquement propriétaires de l'entreprise. Non. On va leur offrir la possibilité et il y a une gouvernance qui fait en sorte qu'à un certain âge, tu dois offrir tes actions pour vendre. À un autre âge, tu es obligé de les vendre. On l'étale sur une période pour éviter d'avoir un trop gros impact sur le roulement, mais ce qu'on incite, c'est vraiment le roulement interne à des actions entre des individus. Et à chaque année, on invite des gens à devenir actionnaires on voit qu'on identifie en fonction des critères de notre persona. Puis les gens ont libre choix. La personne a dit non, écoute, c'est correct, ça change rien dans ton travail. On t'offre une opportunité d'investir dans une organisation dans laquelle tu as un rôle à jouer. Et depuis 2019, les résultats sont excessivement bons, une très forte croissance, rentabilité. Donc, pour un investisseur, dans son portefeuille, ça peut être très intéressant. Combien êtes-vous finalement autour de la table au moment où on se parle qui sont actionnaires 39. De l'entreprise? 39. 39 actionnaires, mais un groupe de contrôle à 7 personnes qui détient plus de 50% des actions. Intéressant. Wow. Donc vraiment, on peut voir qu'il y a des grosses réflexions qui se sont faites à travers toutes ces expériences-là. Maintenant, c'est plus simplement tu as envie d'être actionnaire, tu as de l'ambition, on t'intègre. Non, il y a des critères, il y a des checklists qui sont mises en place pour s'assurer que ça fait partie de notre persona cible parce que sinon, on le sait, avec les antécédents qui se sont déroulés pour vous dans le passé, ça pourrait mal tourner là, si on accepte un petit peu tout le monde et n'importe qui. Tout à fait. Intéressant. Bon, j'aimerais peut-être parler un petit peu avec toi de la suite, l'avenir.
Il y a eu plusieurs rebondissements dans l'histoire de votre organisation. Tu nous mentionnais que 2019 a été un moment charnière pour vous, une belle croissance depuis. Qu'est-ce qui vous attend pour la suite? D'autres acquisitions, une expansion géographique, continuer sur les mêmes acquis qu'on a? Qu'est-ce qui vous attend? Écoutez, on est une entreprise, je reprends ce que j'ai dit au départ, on est une entreprise impact qui va avoir un impact sur ce qui va se passer, sur les défis qu'on a à jouer. On a défini notre terrain de jeu. On a l'ambition de devenir le leader mondial en durabilité des actifs. Pour le faire, ça nous prend un partenaire. Ça nous prend un partenaire de croissance qui vise le long terme. Donc ça, c'est sur quoi on travaille actuellement à pied d'œuvre. Il y a déjà des discussions qui sont entamées. Il y a une croissance non organique qui est claire. Il y a déjà 6 ou 7 entreprises dans le pipeline. Oh wow. Qui sont identifiées. Il y a un rayonnement international. On cherche le rayonnement international. Et vraiment positionné dans notre site to port. Donc, on est là-dedans. C'est une croissance, mais c'est pas une croissance à tout prix. C'est une croissance intelligente qui doit avoir un impact sur nos parties prenantes et qui, en même temps, l'idée, c'est de garder cette entreprise québécoise. Bien sûr. Avec un partenaire qui va pouvoir nous permettre de le faire, mais en étant conscient que plus on prend de l'expansion, plus ça met de pression. Mais le plan, il est là, puis on a des plans triennal, un plan triennal, qui fait qu'on suit. On réussit à peu près 95% de nos objectifs d'un plan triennal, les deux derniers. Notre deuxième se termine cette année, donc on a déjà des objectifs les 3 prochaines. Très structuré, beaucoup d'innovation, mais beaucoup d'innovation structurée et avec une notion de long terme. Bien sûr. On n'est pas sur le court terme, on est sur le long terme, mais avec des indicateurs qui nous permettent de monitorer le court terme puis de faire le contrôle aussi. Vous êtes des ingénieurs, ça paraît que tout ça est structuré, bien planifié. Ça, hein? Oui. T'as pas vu mes souliers, là, hein? Avec donc, pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, je pense que vous avez été capable de comprendre le message subtil d'Alex. Si vous voulez en savoir un peu plus, allez le contacter en privé. Ils sont à la recherche de partenaires, tout ça. Donc, je pense que le mot est bien passé. Beaucoup d'acquisitions, peut-être que vous avez devant vous. Bon, sans avancer. Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est une ambition? Peut-être ultimement une émission publique ou on est loin de ça? On est loin de ça. On veut rester privé. Pourquoi? Puis, il y a différents modèles parce que le public, on est des résultats à court terme. On est toujours sur le court terme. On doit donner des résultats. Nous, notre historique nous a appris qu'on a réussi sur le long terme. Donc, si j'ai mon objectif long terme avec des obligations court terme, c'est plus difficile. On ne peut jamais dire jamais. Ça, c'est ce que la vie m'a appris. Mais à court terme, c'est pas sur le radar. Intéressant. Alex, vraiment fascinant tout ça. Peut-être on pourrait terminer sur des petites questions personnelles que j'aime toujours savoir pour les gens qui viennent sur le podcast. Tu as un très gros background en affaires. Les 31 années maintenant que tu as passé chez Nordostello ont dû t'amener un paquet d'expériences dans ce que tu fais. Est-ce qu'il y a des livres qui t'ont aidé à travers tout ça, des expériences que tu es allé chercher dans ces lectures-là qui t'ont peut-être aidé à être un meilleur dirigeant? Malheureusement, non. Pas beaucoup. Okay. Pas beaucoup. Je suis quelqu'un qui est inspiré par l'être humain. Donc, qu'est-ce qui m'a inspiré? C'est des biographies. Tu sais, mais puis là, c'est traditionnel. Churchill, Obama, Steve Jobs, Alain Bouchard. Pourquoi? Qu'est-ce que je suis allé chercher? C'était de comprendre qu'est-ce qui motivait ces gens-là. Bien sûr. Pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Moi, oui, il y a peut-être des formules, ces choses-là, mais non. Mais sauf que ce qui m'a appris le plus la vie, c'est le quotidien. Tu sais, il y a des gens qui ont pas de succès, mais qui ont travaillé toute leur vie, qui ont travaillé très, très dur. Puis ça, ces gens-là m'ont inspiré beaucoup dans la vie. Donc, au niveau des livres, moins, mais ce qui me fascine, c'est les biographies, de comprendre qu'est-ce qui a amené ces gens-là à réagir de telle façon. Intéressant. Et à quoi ressemble ta routine avant, pendant et après le travail, Alex? Le jogging a été, je suis un sportif, j'ai arrêté de faire du sport avec la famille, le travail, mais depuis une quinzaine d'années, c'est le jogging 3-4 fois par semaine, 10 kilomètres, pas chronométré, rien. Je sors de la maison, je mets mes running shoes, je cours, pas d'earpods, rien. Oh wow. Vraiment, c'est mon moment à moi. C'est de me lever à 7 heures le matin, de profiter de la nature. J'ai profité de regarder dehors, de bien
courir, travailler, la famille est très importante. Ça a toujours été, il y a une petite fille qui vient d'arriver dans notre vie maintenant, donc une nouvelle dimension vraiment géniale. Des amis, écoute, une vie normale puis beaucoup de voyages. Voyage et de découvrir l'être humain, de ce qui existe ailleurs dans le monde et de réaliser que la vérité n'existe pas. Notre vérité à nous versus tous les paradigmes, peu importe ce que j'ai pu vivre ailleurs. Et j'ai appris beaucoup à observer tous ces gens-là dans différents pays à travers le monde. Intéressant. Alex, fascinant comme discussion qu'on a pu avoir ensemble aujourd'hui. Si on veut en savoir plus, si on veut devenir ce fameux investisseur, ce fameux partenaire pour votre organisation, si on se cherche un emploi également, meilleur endroit pour vous rejoindre? C'est norda.com. Hein? Norda.com. Donc, allez sur notre site web, vous allez voir, on est sur notre compte LinkedIn aussi, on est sur les différents médias, sur les réseaux sociaux, et vous allez avoir un appel, c'est sûr. On est sérieusement humain et c'est vraiment important, puis ça, c'est la base de tout ce qu'on a réussi à faire, c'est avec des humains, puis c'est là où est-ce qu'on s'en va, c'est avec des humains. Donc, ça vous tente, venez vous joindre à nous. Fantastique. On mettra des liens dans les notes de l'épisode. Alex Brisson, merci beaucoup d'avoir été honnête, transparent aujourd'hui avec nous, avec les hauts et les bas de votre organisation. C'est fantastique de vous voir remonter la pente depuis plusieurs années maintenant, de reprendre vos parts de marché, d'être un joueur dominant dans ce que vous faites. Donc, félicitations. Tu as toute mon admiration pour avoir accompli le tout. Et bien, pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.